de France, Greg LeMond remporte l'épreuve pour la 3e fois, l'Américain, sur les traces de Bernard Hinault. La canicule en France, le thermomètre frôle les 40 degrés, la sécheresse prend des proportions dramatiques. 5 corps retrouvés dans un immeuble abandonné du centre de Montauban, la mort remonterait à plusieurs semaines. Arrivés ce matin à Paris de 7 réfugiés cambodgiens, ceux-là connaissent la liberté, mais plusieurs centaines de milliers de leurs compatriotes demeurent parqués dans les camps thaïlandais. Mode, les collections haute couture sont prêtes, le bal des défilés commence. Bonsoir, c'est avec émotion que j'ai revu les Champs-Élysées, j'ai presque pleuré. Déclaration de Greg LeMond après avoir franchi la ligne d'arrivée du Tour de France. L'Américain vainqueur pour la 3e fois compte bien rempiler l'année prochaine. Dernière étape commentée par Rémi Gudicelli. Je n'ai pas perdu le Tour de France, Greg LeMond était trop fort et la 3e place est une victoire pour moi. C'est Breking lui-même qui le dit. Greg LeMond mérite amplement cette 3e victoire dans le Tour de France et l'acharnement médiatique qui s'en suivra. Aujourd'hui sur les Champs-Élysées et sous le regard admiratif, on le serait à moins de Madame LeMond et du petit dernier de la famille, Papa LeMond s'est tranquillement acquitté de ses derniers coups de pédale pour empocher son 3e Tour de France en 5 ans. Le peloton s'est finalement présenté groupé pour disputer le dernier sprint de l'édition 90 et à ce jeu de puissance et d'équilibre, c'est le Belge Johan Museeuw qui s'est montré le plus fort. Au classement général, on retiendra donc le trio LeMond, Chiappucci, Breking. Et c'est Pedro Delgado qui nous offre le clap de fin d'un tour qu'il n'a jamais pu maîtriser. Place maintenant au Critérium et encore bravo à toute l'équipe Z qui a si bien fait vivre ce tour 90 autour de Greg LeMond. Bernard Hinault, vous êtes conseiller technique du Tour de France. Qu'est-ce que vous pensez de l'édition 90 ? Bon, je pense que c'est un tour avant tout. On ne sait pas si c'est un grand cru ou petit cru. Je pense que ce sera seulement un tour. Vous avez bien une réaction à chaud. C'était pas un beau Tour de France ? C'est-à-dire qu'on a été un petit peu surpris au départ par ce qui s'est passé avec 10 minutes de retard. Et puis après, bien sûr, il y a eu un petit peu de passion pour le tour, mais c'était juste. Alors, Greg LeMond en méforme toute l'année, il remporte son 3e Tour de France sans remporter une étape, gestion de carrière. Est-ce que c'est ça pour vous le cyclisme moderne ? C'est peut-être ça ce qu'on va rencontrer dans les années à venir, mais je ne pense pas que ce soit le cyclisme qui fasse plaisir à tout le monde. D'autre part, le Tour ne se gagne plus dans la montagne, il se gagne dans les contre-la-montre. Est-ce que c'est une évolution positive selon vous ? Non, depuis 2 ans, il s'est gagné dans un contre-la-montre. Mais je ne pense pas que ce soit là qu'on gagne le Tour. Il faut aussi le gagner dans les Alpes ou dans les Pyrénées, ce que Greg LeMond a fait à l'étape de Luzardiden. Parmi les jeunes, il y a un renouveau chez les Italiens. Aucun Français dans les 10 premiers et surtout aucun Français susceptible de vous succéder directement au palmarès. Votre réaction ? Je pense qu'il y en aura des jeunes qui vont arriver, il ne faut pas désespérer. Mais je pense qu'un coureur comme Gilles de Lyon ou même comme... Vous les cherchez, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup. Fabrice Philippot, Philippot ou même Pinsec, c'est pas parce que cette année ça n'a pas bien marché qu'il ne soit pas capable d'en faire autant l'année prochaine. Il a bien marché lui. Qu'est-ce qui manque aux Français pour qu'ils soient des grands champions ? Je pense que c'est la volonté au départ, il faut avoir envie de gagner. Je crois que quand on a ça dans la tête, ça se passe bien. Alors Fignon, Bernard absent, est-ce que ça change la stratégie pour le mondial ? Est-ce qu'on va enfin laisser la chance aux jeunes ? Mais les jeunes ont toujours eu la chance, il suffit d'attaquer pour gagner. Merci Bernard Hinault. De plus en plus beau, de plus en plus chaud, la canicule s'est installée sur la France depuis une dizaine de jours et devrait se prolonger encore cette semaine, à en croire la météorologie nationale. Des restrictions en eau ont déjà commencé, hier dans l'Aude, aujourd'hui en Dordogne. Premier bilan de la sécheresse, Olivier Stéphane. La sécheresse, c'est ça. Au pire, l'eau à la pompe communale, au mieux dans 22 départements déjà, les restrictions d'eau. Et plus question exclusivement du sud-ouest. Voici la carte des restrictions d'eau prises ou à venir. Quasiment toute la France est touchée. Même chose pour les débits en eau. Les débits normaux sont rares, les débits faibles majoritaires, les débits critiques en augmentation. Dernière restriction en date, depuis ce matin, l'arrosage des jardins privés est interdit en Charente-Maritime. Le fleuve Charente est à son niveau le plus bas, le prélèvement d'eau dans une dizaine de rivières de l'Aude contrôlé, les arrosages privés interdits en Maine-et-Loire. Pour les agriculteurs, c'est une catastrophe, pour les poissons aussi. Faute d'eau dans le gave de l'Oron, il a fallu monter une opération pour sauver les saumons. Le thermomètre s'emballe. Hier, avec 38,8 degrés, Bordeaux battait son record historique et demain on y attend 39 degrés.
Les traumatismes suivent. 3 morts hier, une hydrocution, 2 étouffements. Il y a aussi les insolations et les crises cardiaques. Et surtout, les risques d'incendie augmentent. 100 hectares viennent de brûler en Lozère. Et rien qu'en Bretagne, les pompiers ont maîtrisé au cours du week-end une 40aine de départs de feu. Tauride aussi, le grand rendez-vous maritime de l'A3. Bordeaux, une des capitales de la chaleur, vous venez de le découvrir. Une des capitales où se trouvent rassemblés depuis vendredi les 80 plus grands, les 80 plus beaux voiliers du monde. Hier, 500 000 personnes rassemblées dans le port de la Lune. Une foule assoiffée et transpirante. Isabelle Meuglin. Faites attention à la chaleur, 40 degrés prévus aujourd'hui sur Bordeaux. Soleil de plomb, 40 degrés à l'ombre, record absolu de chaleur à Bordeaux. Depuis 1926, date de sa création, la station météo de Mérignac n'avait jamais enregistré de température aussi élevée. Malgré la canicule, les amoureux des vieux gréements se pressent sur les quais du port de la Lune. On attend plus de 300 000 personnes aujourd'hui. Dès le début de la matinée, les stands de boissons sont pris d'assaut. Les files d'attente sont aussi longues devant les rares points d'eau que devant les grands voiliers. Vous avez chaud? Très chaud. Surtout qu'on est breton, nous sommes bretons, alors on supporte mal la chaleur ici. Il fait très chaud aujourd'hui. Et vous êtes venu quand même? Ah bien sûr, c'est le seul jour de repos, alors il faut bien venir se promener un peu. En fait, on va pas rester longtemps, quoi. On va rester pour la messe et on va repartir. Je cherche de l'eau. Ce que je voudrais, c'est de l'eau. C'est pour remplacer les cheveux. Malaise, insolation multiple. Hier, le SAMU a pratiqué 170 interventions médicales. 14 pompiers, une dizaine de médecins, des associations de secouristes sont sur le pied de guerre. Aujourd'hui, les équipes de soins et de secours ne vont pas chômer. Philippe Villamidjana, vous êtes en direct avec nous du port de la Lune. Alors, est-ce qu'à côté des beaux bateaux, la température commence à rafraîchir? Eh bien écoutez Laurence, j'ai une très bonne nouvelle à vous apprendre, tout au moins pour ce qui nous concerne. Il y a une petite brise qui vient de se lever ici à Bordeaux et je peux vous garantir que ça fait vraiment du bien parce que cet après-midi sur le port du Krusenstern, là où je me trouve, on a relevé plus de 50 degrés à l'ombre. 50 degrés à Bordeaux sur le pont du Krusenstern cet après-midi. Cela n'a pourtant pas dissuadé le public de venir très nombreux, pas plus que les équipages de se préparer, puisque c'est mardi qu'aura lieu le grand départ du port de la Lune. Vous le savez, les équipages de ces grands voiliers sont composés pour moitié des équipages traditionnels, mais également de jeunes de 16 à 25 ans. Et c'est sur le Sir Winston Churchill, une goélette qui est stationnée tout juste à côté, que je vous propose de retrouver à présent Jean Loiseau. Oui, bien effectivement Philippe, je suis à bord du Sir Winston Churchill, avec un nom pareil, vous vous en doutez, c'est un bateau anglais. C'est exactement une goélette à hunier, elle est relativement récente puisqu'elle a été construite en 1966. Alors le rôle de ce bateau, c'est d'apprendre la mer aux jeunes. Avec cette particularité, il n'y a jamais à bord d'équipage mixte. Alors hier, tous les garçons ont quitté le bord et ils ont été remplacés ce matin par un équipage exclusivement féminin. C'est la première expérience en mer de ces jeunes filles et tout à l'heure, Yves Pélissier les a surprises en plein entraînement. Cela paraît simple quand on les voit passer sous voile. Et pourtant, que de choses à apprendre quand on débarque sur une goélette comme le Sir Winston Churchill. D'ici mardi soir, les 42 jeunes femmes qui constituent désormais l'équipage devront tout savoir, du gréement à la barre en passant par les manœuvres. Ici, chaque chose porte un nom précis, chaque geste est codifié. Il faut également savoir vaincre une appréhension bien naturelle lorsqu'il s'agit de grimper au mât, là-haut, à 35 mètres. Elles ont grimpé au début très lentement, un pied après l'autre, les jambes tremblantes. La deuxième fois, elles ont grimpé beaucoup plus gaiement, elles sont plus à l'aise. Aujourd'hui, nous avons appris plus de 6 choses différentes, avec des noms différents. Et tout ça, c'est un peu confus, mais c'est drôle. C'est une bonne expérience. Ça a l'air aussi drôle que ça le paraît. Et ça permet de forger le caractère.
Quant à celles qui ont pensé oublier là de vulgaires tâches ancillaires réservées aux terriens, eh bien c'est raté. Cette séquence-là, apprendre à finir. Tout en étant à Bordeaux, je vous propose de rester en Angleterre en allant maintenant voir ce qui se passe à bord du Royalist. C'est un bateau anglais, bien sûr, c'est un brick de 29 mètres, il appartient au corps britannique des cadets de la mer. C'est-à-dire que c'est un bateau qui navigue toute l'année, à son bord des adolescents, ils ont entre 14 et 16 ans. Alors ils sont là bien sûr pour apprendre à naviguer, mais peut-être aussi pour apprendre une certaine façon de vivre. Un bon marin est un marin occupé, c'est un dicton anglais. Les cadets qui sont passés à bord du Royalist ne l'oublieront jamais. Chaque semaine, 22 jeunes Britanniques de 14 à 16 ans, filles et garçons, embarquent sur ce brick de 29 mètres pour vivre une aventure hors du commun. C'est pour bâtir le caractère, non pas tellement pour apprendre la navigation, mais surtout pour développer le caractère. Nous préférons un équipage mixte parce qu'en fait, cela améliore la compétition entre les filles et les garçons. La discipline du bord est basée sur la solidarité et la coopération. C'est la règle d'or des 6 permanents de l'équipage. Parmi eux, une femme, le Bosco, une enseignante qui s'est offert une année sabbatique pour assouvir sa passion de la mer. Je suis chargée du pont et des manœuvres et je dois apprendre les plus grosses manœuvres aux cadets. Comme les autres membres du corps britannique des cadets de la mer, le Royalist a 2 sources de financement, la Marine royale et les cadets. Ceux qui viennent ici sont d'origine modeste. La somme qu'ils versent, environ 1000 francs par semaine, est 3 à 4 fois moins importante que sur les autres bateaux écoles. Le succès est certain. Beaucoup de cadets attrapent ici le virus de la mer. Et ces cadets à Bordeaux, Laurence, il y en a 2000 durant cette escale des grands voiliers. Nous revoici donc sur le pont du Krusenstern. Et je ne voudrais pas vous rendre l'antenne sans vous montrer une dernière image, celle de l'arrivée du dernier grand voilier à Bordeaux. C'est une goélette hollandaise, le Tevega. Le voici, elle est arrivée cet après-midi. 11 hommes d'équipage, 40 mètres de long. C'est le dernier des grands voiliers, elle arrive de la Corogne. Et elle partira comme les autres, mardi soir, direction Zeebrugge. Ultime étape de cette course des grands voiliers. Mardi soir, où nous serons ensemble à 20h30 sur la 3. Voilà Laurence, c'est sur l'image du Tevega que je vous rends l'antenne. Merci beaucoup Philippe. Trafic d'armes entre le Liban et la France, le brigadier-chef Jean-Claude Labourdette et 2 autres CRS inculpés pour infraction à la législation sur les armes. Les 3 hommes étaient entendus durant toute la journée d'hier par le juge d'instruction à Marseille. Le point sur l'affaire avec Gabriel Brisset. Ce soir, Jean-Claude Labourdette, Patrick Jacquin et Jean-Noël Lebas passeront leur 3e nuit en prison. Une nuit quelque peu différente des précédentes puisque cette fois, ils sont inculpés. C'est hier soir à 22 h que l'inculpation a été prononcée par le juge Ardide au terme de quelques 14 heures d'audition. Les 3 hommes étaient arrivés au palais de justice peu après 8 h du matin. Jean-Claude Labourdette, ce brigadier-chef affecté à la protection de l'ambassade de France à Beyrouth, toujours considéré comme le cerveau de l'affaire. Avec lui, les 2 CRS, Patrick Jacquin et Jean-Noël Lebas, tous 2 actuellement en poste à l'ambassade de France à Washington. En fait, plusieurs chefs d'inculpation ont été retenus contre les 3 hommes. Infraction à la législation sur les armes, acquisition, cession et détention d'armes et munitions de 1re et 4e catégorie. Autrement dit, des armes de guerre et de défense. Demain matin, tout le monde reprendra le chemin du palais de justice pour les débats contradictoires. Des débats qui confirmeront ou non les mandats de dépôt des 3 hommes qui, dans le bureau du juge, seront entourés par leurs avocats. En tout cas, une constante depuis les révélations de Philippe Ninot, depuis le début officiel de l'affaire. Le lourd, très lourd silence qui continue d'entourer le dossier. Très peu de commentaires à Marseille aujourd'hui sur ces inculpations, avant peut-être demain de nouveaux rebondissements. À n'en pas douter, un dossier épais avec des ramifications qui pourraient être très étendues et multiples. Ils sont arrivés ce matin à Roissy, 7 jeunes Cambodgiens qui ont pu sortir du principal camp de réfugiés de Thaïlande. 7 Khmers qui n'ont pas de passeport, pas de statut de réfugiés. Les familles de l'association des enfants du Mékong se sont battues 5 ans pour arriver à ce dénouement. Jean-François Gringoire, Dominique Duchâteau. Dans un instant, la première rencontre entre les 7 jeunes Cambodgiens et chacune des familles qui ont tout entrepris pour les faire venir en France.
Ils sont khmers, ils ont de 18 à 24 ans. Avec ce changement, ils vivent un véritable choc, mais savent plus que quiconque la chance qu'ils ont d'être ici. Réfugiés cambodgiens en Thaïlande, ils n'ont que le statut de personnes déplacées. Prisonniers, pas de passeport, aucune chance a priori de quitter l'enfer du camp. Site 2, en Thaïlande, à 2 km de la frontière cambodgienne. 185 000 personnes parquées dans le plus grand camp de réfugiés de la planète. Un ghetto de boue et de torchis où les gangs thaïs et khmers font régner la terreur quand ce n'est pas l'armée thaïlandaise elle-même qui raquette ceux qu'elle devrait protéger. Il y a 3 soldats thaïs qui nous arrêtent et demandent beaucoup d'argent. Bracelet, vélo aussi, obligé de donner. Après, quand ils cherchent d'argent dans moi, Lim aussi, il n'y a pas d'argent. Alors, ils nous laissent aller au camp. Parce qu'il craint pour ceux qui sont restés là-bas, Sopat a préféré nous dire que le seul moyen pour eux de s'en sortir est d'étudier, ne pas céder au désespoir qui pousse à partir pour la guérilla. Et puis ce souhait, rentrer un jour dans le pays natal pour rebâtir un Cambodge libre. Quand j'habite à C2, j'ai l'impression que je suis réfugié. Mais quand je suis ici, j'ai l'impression que je suis un homme comme les autres. Je suis libre. Et c'est tout. Au Cambodge, les Khmers rouges s'apprêtent à lancer une nouvelle offensive au nord de Phnom Penh, alors que Son Sann, un des leaders de la coalition tripartite opposée au gouvernement de Phnom Penh, demande l'entente de toutes les factions cambodgiennes. Au Libéria, l'étau se resserre autour du président Samuel Doe. Les rebelles se battent aux portes de sa résidence. De violents combats également se poursuivent près du centre de Monrovia, la capitale. Commentaire Sylvie Levé. L'homme traqué, c'est lui, Samuel Doe, l'actuel président du Libéria, mais jusqu'à quand? Car au fil des heures, l'étau se resserre autour de sa résidence, les rebelles de Charles Taylor avancent. Il ne serait plus qu'à 1 kilomètre du refuge présidentiel. Un refuge transformé en véritable bunker, truffé de munitions et d'explosifs, comme en prévision d'un assaut final. Fatal, puisque de toute façon, le président se sait de plus en plus seul. 2 de ses proches ministres viennent de le désavouer au retour de leurs pourparlers officiels au Sierra Leone avec la guérilla. Au cœur de la capitale Monrovia, sur le point d'être vidée de sa population, les combats se poursuivent, à l'avantage des rebelles qui ont déjà pris le contrôle du nord de la ville et de son port. Une situation explosive donc, d'où le président ne pourra s'extirper qu'à la condition sine qua non qu'il assure en échange de son départ pour l'étranger la protection à ses 500 soldats loyalistes d'origine crâne. Ceux-ci, en effet, ont tout à craindre des envies de vengeance des rebelles. Tandis qu'au large de Monrovia, les troupes américaines veillent, une sorte de garde-fou peut-être à des règlements de compte qui risqueraient fort de dégénérer en carnage. C'est en fourrure, en passe-montagne et en tissu 100% laine qu'elles ont commencé à défiler aujourd'hui. Coup d'envoi en effet des collections haute couture hiver 91. Présentation des dernières, des plus belles créations de Christian Lacroix. Le meilleur guide, le couturier lui-même. Elisabeth Kilidjian, Philippe Guinet. Je combat l'hiver à coups de couleurs et d'ornements et de broderies. Ça doit être un hiver exotique. Même si c'est sa manière à lui d'exorciser les gris du ciel, avec l'Égypte en tête ou des toiles de Velázquez, ces couleurs avouent aussi l'impossible reniement des racines sudistes. C'est vrai aussi que j'ai un plaisir fou à faire tisser des tweeds exclusifs en Irlande, en Écosse, quand la pièce arrive encore humide. Ça c'est une sensualité d'hiver. Tweed artisanal, plus voluptueux sous la neige que n'importe quelle fourrure, même du vison saga à col de satin brodé. Cause toujours, restons-en là, et l'enquiquineuse,
ou 3 variations irrésistibles. Bois de rose et rose des sables, couleurs pour jeunes filles sages et garden parties, lignes troublantes avec espièglerie. Mon rêve, ça serait une collection ininterrompue, un fil ininterrompu tout au long des années, une collection qui évolue de son propre sens, si vous voulez. Que les mêmes thèmes, les mêmes tissus est une évolution en douceur plutôt que ce rythme cassé de 6 mois en 6 mois. Et toujours l'écho lointain d'une fête espagnole, une infante de Velázquez redessinée avec la sensualité des années 90, provocation douce, construction très pure, vertige et candeur. Surprise, dans le Festival Off, le festival non officiel d'Avignon, il n'y a pas que du théâtre, il y a également du cirque. Un cirque vieux de 7 ans, un cirque baroque, inventé par un ancien acteur de théâtre tombé amoureux fou des gens du voyage. Dominique Poncet, Jean-Jacques Ledeuil. À 2 pas d'Avignon, sur l'île Pio, le cirque baroque. Particularité, il est à mi-chemin entre le cirque traditionnel et le théâtre. Ici, en dehors des chiens de la troupe, vous ne verrez aucun autre animal. Le cirque baroque, c'est en fait un mélange de charme, de poésie, de son, de lumière et de numéros acrobatiques absolument détonnants. À la tête de ce cirque, pas comme les autres, un fringant capitaine de 40 ans, Christian Taguet. Christian Taguet qui a conçu avec 17 autres artistes un spectacle hors pair intitulé Trapèze dans l'azur, une histoire insensée où l'on jongle évidemment avec la Terre, la Lune et les étoiles. Entre l'écologie et les techniques spatiales, je dirais, on a cherché à développer aussi à travers les techniques de cirque des numéros qui permettent de se promener dans un imaginaire proche de la science et proche du ciel. C'est très écrit, mais on essaie de faire en sorte que ça ne soit pas verbeux et que ça reste un spectacle compréhensible à la limite par des gens qui ne comprendraient pas la langue. La dite Terre tourne autour du Soleil. Ça fait une petite semaine qu'on est là et donc ça commence à venir, avec des hauts et des bas qu'on ne s'explique pas d'ailleurs. Il y a 200 personnes un jour, il y en a 60 le lendemain. Dommage, oui, vraiment dommage que la curiosité des festivaliers avignonnais ne soit pas plus aiguisée. Bourré de gags, d'images poétiques et de numéros insolites, ce spectacle mériterait de faire chapiteau comble tous les soirs. D'accord. On ne pouvait la voir que de la Finlande aux îles Aléoutiennes, en Alaska. Elle, la Lune, quand elle dissimule totalement le soleil, éclipse totale et noir profond, Pascal Justice. Ce matin, à 4 heures heure française, la Lune avait rendez-vous avec le Soleil. Regardez, c'est très rare. Il s'agit d'une éclipse totale du Soleil. Elle n'était visible que sur un arc de cercle de 200 km allant du sud-est de la Finlande aux îles Aléoutiennes en Alaska. Cette zone correspond au trajet de l'ombre de la Lune projetée sur la Terre au moment où la Lune passe devant le Soleil. Pour que l'éclipse soit totale, il faut que le centre de la Lune se superpose exactement à celui du Soleil et que la Lune ne passe pas trop loin de la Terre pour couvrir entièrement la surface du Soleil. Mais revenons à la réalité. Si le spectacle a duré 50 minutes, le Soleil de minuit n'a cédé la place au noir total que 85 secondes. Si vous n'étiez pas avec les privilégiés venus en avion, sachez que la prochaine sera visible en 91 à Mexico. Mais le clou de la décennie sera le 11 août 99. On pourra voir l'éclipse de France jusqu'en Inde. Alors patience, patience, que sont 9 années au regard de l'éternité. Moins poétique mais plus rémunérateur, les rapports du tiercé Carte Plus qui se couraient aujourd'hui à Maisons Laffitte. Alors si vous avez joué les bons chevaux, regardez,
le 2, le 4, le 7, vous gagnez 1131 francs dans l'ordre. Dans un ordre différent, 210 francs 60. Pour le quartet, vous ajoutez le 12. Rapport pour 8 francs, 14 235 francs 20. Ça commence à devenir intéressant. Et dans un ordre différent, 1613 francs 60. Voilà, fin de cette édition. Dans quelques instants, les prévisions météorologiques complètes de Michel Touré. Je vous retrouve très exactement à 21h50. Excellente soirée sur la Croix. Au revoir.